Bien. Merci à tous d'assister à cette dernière conférence de la matinée sur Zoom. Cette dernière conférence que je donnerai et que j'ai intitulée La cosmologie sombre. Donc la cosmologie, vous l'aurez compris depuis ce matin, c'est la science, tout comme la biologie est la science du vivant, la géologie est la science de la Terre, la cosmologie c'est la science de l'univers. La science du tout, donc c'est la physique de l'infiniment grand. La physique s'est aussi intéressée à l'infiniment petit, à la physique des particules, s'intéresser à de quoi est composée la matière. Elle serait composée donc de ces particules élémentaires, finalement. La brique fondamentale qui compose la matière, qui elle-même compose l'univers. Sauf que c'est pas ce que nous dit la cosmologie, du moins c'est pas ce que nous disent les cosmologistes. Cette matière que l'on connaît, cette matière, c'est la matière que l'on peut voir, cette matière qui compose les étoiles, les galaxies, tout ce qu'on connaît, ne composerait finalement qu'une toute petite partie du cosmos. Le cosmos serait en effet composé de deux entités dont on ignore presque tout. Ici, vous voyez énergie sombre et matière noire. Et finalement, la matière que l'on connaît, les étoiles, les galaxies, tout ce que l'on sait, ne représente que 5% de ce qui compose le cosmos. Et c'est cette matière noire et cette énergie sombre, c'est ce que j'ai appelé la cosmologie sombre, cet univers qui nous est caché, du moins qui nous est invisible. Alors je vais surtout m'intéresser à la matière noire ici, mais pour parler 30 secondes de l'énergie sombre, pour dire deux mots. Vous le savez sûrement, l'univers est en expansion, c'est-à-dire que si on regarde une galaxie lointaine, on la verra s'éloigner de nous, et même cette expansion est en accélération. C'est-à-dire que plus on observe une galaxie qui est lointaine, plus celle-ci s'éloignera vite de nous. Comme si l'espace qui séparait deux objets cosmologiques s'agrandissait sous l'effet d'une sorte d'énergie dont on ignore presque tout. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée énergie sombre, qui relève totalement de notre ignorance sur le sujet. Et pour parler maintenant un peu plus précisément de cette matière noire, alors on l'appelle matière noire, mais ce n'est en réalité pas de la matière qui est noire, parce que c'est bien de la matière invisible. Si de la matière noire passerait de la matière noire, c'est quelque chose qu'on pourrait finalement voir, ou du moins on pourrait voir son ombre. Si une matière qui serait vraiment de la matière noire passerait devant une galaxie, un soleil, quelque chose de lumineux, on verrait son ombre passer et on pourrait observer visuellement cette ombre, observer visuellement la matière noire. Ce n'est pas le cas. Cette matière est invisible, c'est-à-dire qu'elle n'interagit pas du tout avec la lumière. Si bien qu'un corps de cette matière noire-là qui passerait devant un soleil, une galaxie, une source lumineuse, on ne verrait rien de particulier, puisque la lumière traverserait ce corps. La matière noire n'a en effet pas de propriété optique pour interagir avec la lumière. Elle n'a que une propriété de masse. Et cette propriété de masse suffit pour qu'on puisse y accéder finalement. Suffit pour qu'on puisse avoir l'indice de sa présence. En effet, vous savez que la masse peut-être produit des effets gravitationnels. Et on observerait ces effets gravitationnels sur les grands objets cosmologiques que sont les galaxies, c'est cet ensemble d'étoiles qui tournent sur lui-même. Et à cause des effets de gravitation dus à la masse de la matière noire, nos galaxies vont en fait tourner très vite sur elles-mêmes, ou du moins plus vite que s'il n'y avait que la matière que l'on connaissait, que la matière lumineuse. Enfin, c'est ce que nous disent en tout cas nos théories qui décrivent cette force de gravitation. Donc en fait, on aurait accès à la matière noire, on aurait cet indice de la présence de la matière noire via les influences gravitationnelles qu'elle émet sur la matière visible, via les effets gravitationnels qu'elle produit. Et donc je vous l'ai dit, on a cet indice-là. Enfin, c'est ce qui est décrit par nos théories de la gravitation.
Mais on peut se demander aussi, est-ce que nos théories de la gravitation ne sont peut-être pas adaptées pour décrire ces objets cosmologiques, ces galaxies, ces amas de galaxies, et qui prétendent qu'on observe ces effets gravitationnels d'une masse complètement invisible. Peut-être que c'est notre théorie de la gravité qu'il faut revoir, et c'est ce que propose une minorité de physiciens. Ils proposent de modifier notre théorie de la gravitation pour décrire la façon dont tournent les galaxies. Et ça marche. Enfin, les théories qui sont proposées marchent remarquablement bien. Mais pourtant, la majorité des astrophysiciens croient encore à la présence de matière noire, et je vais expliquer pourquoi. Mais avant cela, j'aimerais revenir en arrière, parler d'un petit épisode d'histoire des sciences qui s'est déroulé au XIXe siècle, et suivre l'histoire de Le Verrier, de ce mathématicien français qui s'appelle Urbain Le Verrier. Au XIXe siècle, on connaissait alors 7 planètes dans le système solaire. Il nous manquait la dernière planète du système solaire, du nom de Neptune. Or, on utilisait nos théories de la gravitation, la théorie qui avait été établie par Newton, pour décrire le mouvement des planètes. En effet, la théorie Newton, qui décrit le phénomène de gravitation, est capable de prédire la façon dont se meuvent les planètes dans le système solaire. Ça marche remarquablement bien, ces prédictions fonctionnent. Sauf pour la dernière planète du système solaire, la planète Uranus, où là, il y a une petite divergence entre ce qui est réellement observé et ce qui est prédit par la théorie. Une perturbation, on remarque une perturbation dans la trajectoire d'Uranus. Finalement, comme s'il y avait une planète au-delà d'Uranus qui causait cette perturbation. Et ce mathématicien français, Le Verrier, après un travail calculatoire monstrueux, a localisé, a identifié finalement cette source d'influence gravitationnelle qui causait ces perturbations que l'on observait, et a envoyé une lettre à plusieurs astronomes européens leur indiquant la position vers laquelle il fallait pointer nos télescopes pour observer la dernière planète du système solaire, la planète qui était recherchée. Et c'est comme ça, en effet, qu'on a découvert la dernière planète du système solaire, Neptune. Tout ça pour dire que, comme pour la matière noire, on observerait l'influence gravitationnelle qu'elle cause sur la matière que l'on connaît. De la même façon, on a découvert la dernière planète du système solaire par les influences gravitationnelles sur les planètes que l'on connaissait. Donc c'est possible d'avoir un accès via nos théories de la gravitation, via ce que prédit nos théories de la gravitation, à une matière qui n'a pas été encore vue. C'est possible, mais attention. Parce que quelques années plus tard, en 1859, la découverte de Neptune, c'est 1846. En 1859, Le Verrier, ce même astrophysicien français, s'attaque à une autre trajectoire bizarre qui a lieu dans le système solaire, c'est la trajectoire de Mercure. Contrairement à ce que prédit la théorie de la gravitation de Newton, la trajectoire de Mercure se décale d'année en année, comme si une planète perturbait la trajectoire de Mercure, comme si une planète provoquait cette anomalie finalement. Et bien Le Verrier, par la même méthodologie, va localiser cette influence gravitationnelle qui produit ce décalage de la trajectoire de Mercure. Il va même lui donner un nom à cette planète qui se trouverait entre le Soleil et Mercure, et il lui donne le nom de Vulcain. Évidemment, tous les astronomes européens sont à la recherche de cette nouvelle planète prédite par le grand Le Verrier qui avait prédit l'existence de Neptune. Et pourtant, personne n'observera réellement la planète Vulcain, tout simplement parce que cette planète n'existe pas. Pourtant, les calculs de Le Verrier étaient très bons, étaient parfaitement bons, aussi bons que ceux qui avaient permis de découvrir la planète Neptune. Le problème n'était pas les calculs, mais en fait, la théorie utilisée, la théorie Newton, qui ne peut pas être appliquée si proche du Soleil. En fait, il faudra attendre quelques décennies plus tard, Einstein et sa nouvelle théorie de la gravitation, qu'on appelle la relativité générale, qui voit la gravitation sous un nouvel œil, en fait, et qui nous explique que le Soleil est tellement massique qu'il va courber l'espace-temps autour de lui, qui va courber l'espace, pour faire court, autour de lui. Et finalement, Mercure, qui se trouve dans cet espace courbé,
va subir cette courbure, la trajectoire de Mercure va subir cette courbure, ce qui expliquera le décalage qui avait été observé. Et donc on peut faire l'analogie avec notre cas contemporain de la matière noire. Est-ce qu'aujourd'hui, la matière noire est comme pour Neptune, on y accéderait via les influences gravitationnelles qu'elle émettait sur Uranus? Ou bien est-ce qu'on se trouve dans le cas de Mercure et notre théorie de la gravitation n'est pas adaptée pour étudier les grands objets cosmologiques que sont les galaxies et les amas de galaxies? Voilà la question. Et je vous le disais, une majorité des physiciens croient en l'existence de cette matière noire. Parce que on a finalement beaucoup d'indices qui convergent vers l'existence de la matière noire. Beaucoup d'indices qui se fondent sur des théories différentes, des théories qui expliquent des phénomènes gravitationnels différents. Que sait-on de la matière noire? Je vous l'ai dit, la matière noire n'est quelque chose de pas lumineux. Donc c'est pas quelque chose qu'on pourra observer comme c'était le cas de Neptune. On n'aurait pas une confirmation visuelle. Il va falloir trouver une solution. La solution, finalement, c'est de corroborer des observations indépendantes. D'utiliser des observations indépendantes qui convergent vers la même conclusion, celle que la matière noire existe, si la matière noire existe. Prenons le cas des amas de galaxies. C'est un objet, un amas de galaxies, qui réunit plusieurs galaxies, comme son nom l'indique, sous l'effet de la gravitation. La gravitation, c'est une force attractive et qui est selon les propriétés de masse des objets. Et donc, cette force de gravitation va réunir les galaxies entre elles pour former cet amas. Et ces amas de galaxies, on a deux façons possibles de les voir. Soit on peut utiliser finalement des théorèmes dynamiques pour... Le but est donc d'accéder à la masse de l'amas. On peut utiliser des théorèmes dits de thermodynamique. Qu'est-ce que ces théorèmes thermodynamiques nous disent? Si on observe le rayonnement énergétique émis par l'amas de galaxies, c'est-à-dire que dans les amas de galaxies, il y a des nuages de gaz très froids qui émettent un rayonnement énergétique à des fréquences très faibles, à savoir les ondes radio, et on peut capter ce rayonnement énergétique. Nos théorèmes de thermodynamique nous disent que ce rayonnement énergétique relève en fait de la température de l'amas. Plus l'amas est chaud, plus le rayonnement énergétique sera important. La température de l'amas relève de la densité de l'amas. La densité de l'amas relève de la répartition en masse de l'amas. Donc en fait, en observant le rayonnement énergétique de l'amas, que l'on peut voir, celui-ci, on a accès à la masse de l'amas. Et là encore, comme pour les galaxies, les rayonnements énergétiques qui sont observés, les phénomènes qui sont observés, sont beaucoup trop importants pour être causés seulement par la matière qui est visible. On en déduit donc qu'il y a de la matière supplémentaire, de la matière noire, qui fait que l'amas de galaxies aura évidemment une masse plus importante qui donnera ce rayonnement énergétique plus important. Voilà pour un premier accès observationnel. Voici un deuxième maintenant. Je vous parlais tout à l'heure de la relativité générale. Elle nous dit que les objets qui sont très massiques vont courber l'espace-temps autour de lui, vont courber l'espace. Il n'y a que l'espace qui nous intéresse ici. Vont courber l'espace autour de lui. Cela va produire un phénomène de lentille gravitationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, puisque les lignes de l'espace sont courbées, des rayons lumineux qui viendront d'une galaxie, par exemple, comme ce qui est indiqué sur le dessin, et qui passera au voisinage de l'effet de l'amas de galaxies qui produit cet effet de lentille gravitationnelle, eh bien, ces rayons lumineux vont être courbés. C'est un phénomène qui est tout à fait observable. Vous voyez en bas à droite, je vous ai mis une photo qui est observée. Vous voyez que cette espèce d'anneau là autour de la galaxie, qu'on appelle anneau d'Einstein, résulte de cet effet de lentille gravitationnelle. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer. Et finalement, on peut observer à quel point ces rayons lumineux sont courbés. C'est-à-dire à quel point l'amas de galaxies courbe l'espace-temps. Et cet effet, finalement, relève de la masse. Plus cet amas aura une masse importante, plus la courbure sera importante, cette courbure qui est observée. Et là encore, les courbures qui sont observées sont beaucoup trop importantes pour être causées seulement par la masse de la matière que l'on connaît, la masse de la matière visible. Nécessairement, il y a une matière supplémentaire
qui causent ces effets gravitationnels qui sont trop importants. Et donc finalement, je vous ai schématisé cela par un petit schéma. C'est deux accès observationnels. D'un côté, on peut accéder à la température de l'amas, et selon nos théorèmes de thermodynamique, on en arrive à la conclusion selon laquelle l'amas a une masse 5 fois supérieure à celle portée par la matière visible. Et en observant les taux de distorsion de l'espace-temps, et en nous appuyant sur une théorie différente, celle de la relativité générale, on en arrive à la même conclusion selon laquelle l'amas a une masse 5 fois supérieure à celle portée par la matière visible. Donc il y a une convergence des observations vers la présence de matière noire, et cela dans les mêmes proportions, ce qui finalement nous donne un haut niveau de croyance en l'existence de matière noire. Donc voilà pour vous présenter des arguments qu'on peut dégager en philosophie des sciences dans ce débat, dans cette controverse entre les cosmologistes. Est-ce qu'il faut réviser notre théorie de la gravitation pour expliquer finalement toutes les anomalies qui sont observées dans le cosmos, ou effectivement est-ce qu'il y a une matière noire qui est présente dans le cosmos? Je vous laisse avec, pour conclure, une dernière image, celle de la toile cosmique, qu'on appelle la toile cosmique. Donc, vous l'avez compris, par nos théorèmes, par la manifestation de la matière noire, on est capable de localiser où serait la matière noire, et nos ordinateurs les plus puissants sont capables de faire des simulations numériques de la façon dont la matière noire composerait le cosmos. Et en fait, cette matière noire ne se répartirait pas de cette façon complètement homogène, complètement aléatoire, mais seraient ces filaments violets que l'on voit ici. Donc vous voyez les taches lumineuses, les taches jaunes ce sont les grands amas de galaxies ou les galaxies, et cette matière noire tisse cette toile cosmique entre les objets cosmologiques. Et voilà l'image que l'on aurait du cosmos. Si on pouvait voir la matière noire, ce serait comme cette toile qui ressemble étrangement à un réseau neuronal, cette toile cosmique. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a 10 minutes pour cela. Steven, je vous en prie, vous pouvez allumer votre micro et poser votre question. Bonjour Simon, merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une petite question en ce qui concerne la méthode de détermination de masse via justement la thermodynamique. Il y a toujours cette question que je me suis posée, c'est que finalement on détermine plus ou moins vous avez dit, on détermine les masses à partir du rayonnement, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment avoir une très bonne précision sur l'estimation des masses avec ça? Parce que je prends le cas du Soleil par exemple. Si on regarde le rayonnement du Soleil, on regarde sa température de surface, c'est 5700 degrés. Et pourtant, ça ne nous donnera pas d'informations sur la température au cœur du Soleil. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, une erreur? Parce qu'en fait, on estime juste on va dire, la température de surface, par exemple, des étoiles qui émettent le rayonnement. Là, finalement, c'est pas la température des étoiles dont on parle pour le cas des amas de galaxies. Ces amas de galaxies sont composés de grands nuages d'hydrogène, des nuages froids, donc je disais des nuages d'atomes d'hydrogène, et dans ces atomes d'hydrogène, il y a une réaction physique qui se produit régulièrement. On appelle ça l'émission alpha, l'émission à moins 21 degrés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la mécanique quantique, de la physique subatomiste, mais régulièrement, puisque l'atome d'hydrogène va changer d'état, va changer de spin, il y aura un photon de très faible énergie qui va être émis. Et c'est un phénomène qui se produit régulièrement, donc c'est facilement observable et dans des grandes quantités. Et donc c'est à cette et finalement il va y avoir tout ce rayonnement énergétique à très faible, finalement certes très faible énergie, auquel on va avoir accès, et cela selon des phénomènes qui vont se répéter. Donc on va avoir un indice, enfin voilà, des indications sur la répartition de masse dans la masse, sur la quantité de masse, et
et ce qui est prédit par la théorie versus ce qui est réellement observé ne diverge pas finalement de quelques pourcents, mais ici de 500%. Apparemment, le rayonnement énergétique qui est observé cela de manière générale et sur plusieurs amas de galaxies est 5 fois plus grand que ce qu'il devrait être s'il n'était causé seulement par la matière ordinaire. D'accord, ok, merci. Parce que cette question, elle venait plutôt du fait, moi je travaille dans les disques protoplanétaires, et l'estimation des masses des disques protoplanétaires, elle se fait avec on va dire, une ligne d'émission qui est la ligne CO. Et j'étais à une conférence il y a quelques mois, en fait, il disait que justement l'estimation de la masse des disques protoplanétaires, elle est biaisée par justement l'élément qu'on regarde, et qu'en fait, si on regarde dans d'autres éléments, bah, en fait, la masse, elle est beaucoup plus grande. Et c'était plutôt par rapport à ça. Aussi, D'accord. ma question. Mais ok, mais du coup, ça serait, d'après ce que vous me dites, il faudrait regarder un autre phénomène que ce rayonnement alpha, cette émission à 21 cm, pour avoir une corroboration des deux observations à ce niveau-là. D'accord. Selon, enfin, voilà, c'est pour m'appuyer sur le même argument que j'ai utilisé dans la note précédente, ici. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions ? Je laisse quelques secondes. Non, eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette première série de conférences, les 4 premières séances de ce matin. Désolé de te couper, j'en ai une autre finalement. Ah, je t'en prie. Est-ce que parce que là finalement pour expliquer justement on va dire ces effets gravitationnels, on a postulé la matière noire et après il y a les théories mondes. Ce que je voulais savoir, est-ce qu'il existe d'autres explications où on modifierait on va dire l'un des piliers de la cosmologie, où on modifierait une grande hypothèse pour justement expliquer ces effets gravitationnels? Parce que là finalement on s'attaque, on va dire on s'attaque à deux choses bien précises, on s'attaque à la gravitation, mais finalement, est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Oui, mais c'est-à-dire que l'anomalie, elle provient des phénomènes gravitationnels. Donc c'est bien soit une masse supplémentaire qui produit ces phénomènes gravitationnels, à savoir la matière noire, soit un problème dans nos théories de la gravitation. Je vois pas en quoi changer des théories qui ne toucheraient pas justement à ces descriptions de la gravitation nous aiderait à expliquer les anomalies de masse manquante. Mais par exemple, si on s'attaquait à quelques principes de la cosmologie, je ne sais pas si on s'attaquait, par exemple, si on disait le principe cosmologique n'est pas bon, est-ce que ça pourrait permettre d'expliquer justement cet effet-là? Peut-être que ça pourrait expliquer, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait expliquer des anomalies à l'échelle, les anomalies gravitationnelles, les anomalies de masse manquante à l'échelle de la cosmologie, à l'échelle du cosmos ou du cosmos primordial, ces anomalies qui nous proviennent du fond diffus cosmologique. Mais on observe aussi ces anomalies à l'échelle assez locale au niveau du cosmos, c'est-à-dire à l'échelle de la galaxie. Et finalement, je vois pas en quoi changer. Il me semble pas que changer un principe cosmologique arriverait à résoudre les anomalies locales, ceux observés au niveau des galaxies. D'accord. Ok. Donc en fait, il y a vraiment soit ajouter une masse manquante, la matière noire, soit réviser notre théorie. Et cette deuxième alternative-là est effectivement très riche. Il y a beaucoup de théories de modification qui sont proposées, et qui touchent aussi à notre vision du cosmos. Enfin, il y en a beaucoup trop. C'est pour que j'en énonce, pour que j'en fasse la liste. Mais c'est en tout cas un programme de recherche qui est
d'un côté marginalisée par le consensus qu'il y a autour de la matière noire, mais de l'autre qui est assez florissante. Tu as beaucoup d'articles récents de la dernière décennie. Contrairement à Monde qui date de 1981, tu as beaucoup d'articles récents qui proposent d'autres modifications de la gravité, bien sûr dans un domaine, dans une dimension relativiste, c'est vraiment le but de la gravité modifiée. Et cela en étant là même qui essaie de résoudre en même temps le problème d'énergie noire et de matière noire. D'accord, ok, merci. Et encore la toute dernière question, Je t'en prie. vous en êtes plus. Et comment on pourrait expliquer qu'on n'a pas de matière noire, par exemple, dans le système solaire? Ou c'est vraiment qu'on suppose qu'il y en a, mais elle n'interagit pas avec la matière baryonique et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la détecter. Oui, c'est vrai qu'elle n'interagit pas avec la matière baryonique, ou alors tellement, elle n'interagit tellement peu que pour l'instant on n'a pas eu accès à ces détections-là. Mais c'est-à-dire que oui, je te disais que les anomalies gravitationnelles qui sont observées, elles sont observées à l'échelle locale, mais cette dimension de local, elle s'arrête à la galaxie. C'est vrai qu'on n'a pas accès à des phénomènes gravitationnels qui ont lieu dans le système solaire, parce que tout ça, enfin oui, nos théories de la gravitation, notre théorie de Newton fonctionne très bien pour le système solaire, que ce soit au fin fond du système solaire comme pour Neptune ou pour les objets qui sont plus lointains. Mais pour Mercure, oui, il faut adopter la théorie de la relativité générale. Mais ça me fait penser que j'ai eu souvenir d'un article, ouais, je ne pourrais pas le détailler, mais d'interaction qu'il y a eu entre le Soleil et des possibles particules de matière noire, mais j'ai pas vu, ça a sûrement rien donné parce que j'ai pas vu de suite à cela. Mais en tout cas, oui, je sais qu'il y a cette recherche à ce niveau-là. D'accord, mais est-ce qu'on essaie de détecter ces particules-là, on va dire sur Terre, par exemple? Ou vraiment Oui, donc il y a ce force consensus là autour de la matière noire, mais il y a toute une volonté de la communauté physicienne de détecter des particules de matière noire. On ne parle pas donc de matière noire à l'échelle locale, mais vraiment de détecter une particule. Donc ça se fait au niveau des accélérateurs de particules. Ça fait des années, voire des décennies que l'on tente de détecter donc ces particules de matière noire qui ont été théorisées, les WIMP, les actions, mais ça a toujours été un échec. Il y a aussi des détections de manière plus indirecte. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça va être un peu trop long. Ok, Mais oui, on essaie d'en détecter sur Terre, oui. d'accord, merci. Bien, merci à tous d'avoir suivi ces 4 premières conférences de la matinée.